Quand les Lakers ont décidé de monter un trade cet été pour récupérer Russell Westbrook, je me suis directement dit que c'était un gros risque de leur part, et je vous disais justement dans ma vidéo de preview de la saison que j'étais plutôt perplexe sur le fit et qu'il y avait une réelle possibilité que ça se transforme en fiasco à la Lakers de Kobe, Nash, Dwight et Pau Gasol. Eh bien, on est quelques mois plus tard, et les Lakers sont une des équipes les plus décevantes et frustrantes de cette saison. L'attaque est statique, la défense est en chantier, et le fit avec Russell Westbrook n'a clairement pas pris. Les Lakers devraient être des favoris pour le titre et squatter les premières places de la conférence Ouest, et au lieu de ça, ils se battent pour éviter le play-in. Et il suffit de tendre un peu l'oreille pour entendre qu'un nom est dans toutes les bouches comme étant le coupable de cette affaire qui ne tourne pas rond, Russell Westbrook. Et on va donc analyser dans cette vidéo les problèmes qui sont liés à Westbrook bien sûr, mais aussi les autres problèmes de l'équipe, parce qu'il y en a beaucoup, pour voir si c'est vraiment lui le seul responsable du cirque Angelino cette année. Donc asseyez-vous confortablement, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et c'est parti. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en parlant du principal intéressé, Russell Westbrook, qui fait indéniablement une saison plus que moyenne et qui a énormément de mal à s'intégrer et avoir un impact positif sur cette équipe de Los Angeles. Russell réalise sur le papier des stats plutôt correctes avec 18,5 points par match, 8 rebonds et 7,8 passes, ce qui est en dessous de ses dernières saisons, mais ce qui est un peu logique aussi d'avoir une baisse statistique en étant la troisième option de l'équipe. Le problème de Russell, c'est surtout au niveau des pourcentages et des pertes de balles. Il perd encore 4,1 ballons cette année, et ce malgré le fait qu'il n'est plus l'option numéro 1 puisque c'est LeBron qui a le plus souvent la balle entre les mains. Les pourcentages de tir ne sont pas bons non plus puisqu'il est aujourd'hui à 43,3% au shoot général, dont un très mauvais 30,2 à 3 points. Il est aussi très maladroit sur la ligne des lancers avec seulement 67,1% de réussite. Et au-delà de simplement rater des shoots et être maladroit, ce qui choque surtout, c'est la manière dont il les rate. Les vidéos de lui envoyant des airballs ou des briques improbables qui touchent parfois la tranche supérieure du panier sont partout sur les réseaux sociaux et font de lui un véritable sujet de moquerie. Jusque chez les DJ des salles adverses qui le trollent avec des chansons soulignant ses mauvaises performances. J'ai pas trouvé de stats là-dessus, mais je me demande s'il mettait autant d'airballs et de briques avant. Il en mettait, c'est sûr, il était déjà connu pour ça, mais là, je trouve qu'il y en a vraiment beaucoup. Sa sélection de shoot reste également très problématique. Malgré son mauvais pourcentage de tir à 3 points, il continue d'en arroser. Et quand c'est un catch and shoot parce qu'il est complètement seul et qu'un décalage a été fait, ça me dérange pas trop. Mais le problème c'est qu'il prend beaucoup de shoots à 3 points contestés, en sortie de dribble ou même en début de possession, et ça c'est des shoots qu'il faudrait absolument qu'il supprime de son jeu, et ça depuis des années. Il a aussi énormément de mal à conclure près du cercle. Il est le 6e joueur qui tente le plus de paniers dans la restricted area, et il a le 2e plus mauvais pourcentage de réussite de la ligue. Et pour ce qui est des tirs dans la raquette mais en dehors de la restricted area, là il a carrément le pire pourcentage de la ligue avec seulement 30,5% de réussite. En défense, Russ pose aussi des problèmes, par son inattention et son manque d'intensité. Il est très souvent en train de regarder l'action se dérouler en oubliant son défenseur, comme ici où il essaie de passer sous l'écran d'Aaron Gordon et se rend compte bien trop tard que son défenseur n'a finalement pas pris et est seul dans le corner. Ça lui arrive assez souvent et c'est encore plus embêtant quand ça arrive en fin de match, comme ici contre les Nets où Westbrook regarde l'action au lieu de suivre Patty Mills, qui se décale discrètement vers le corner et qui score pour donner 5 points d'avance aux Nets à 1 minute 30 de la fin du match. Ou encore pire sur cette fin de match à OKC en début de saison où Russ avait été cataclysmique. Il perd d'abord la balle en essayant de faire un double pas en contre-attaque pour revenir à égalité à 21 secondes de la fin. Et sur l'action suivante, en défense et alors qu'OKC a l'occasion de tuer le match, il laisse complètement son joueur dans le corner et fonce sans but ni réflexion vers le ballon, laissant son défenseur complètement seul sous le panier pour un des daggers les plus simples de toute l'histoire. Il a aussi beaucoup de mal à faire de bonnes rotations défensives, mais ça, il est vraiment pas le seul de l'équipe pour sa défense, mais on y reviendra plus tard. Ici, Ariza donne l'axe à Brogdon qui drive. Westbrook est le défenseur le plus bas et il doit s'interposer, mais il ne réagit pas et ça donne 2 points faciles à Brogdon. Donc là, avec tout ce que je viens de vous montrer et vous dire, vous vous dites sûrement que Westbrook est le grand responsable de la mauvaise saison des Lakers. Et bah figurez-vous que c'est plus complexe que ça. Laissez-moi m'expliquer. Rappelons d'abord rapidement les faits. Les Lakers, ils sont en mode win now depuis la venue de LeBron. Ils ont gagné le titre en 2020, mais l'année dernière, ils ont galéré à être constants toute la saison à cause des blessures de leurs stars et ils se sont fait sortir au premier tour des playoffs par les Suns après avoir dû se qualifier en passant par le play-in. Du coup, leur objectif c'était de se renforcer pour cette année et faire venir une 3e star pour épauler LeBron et AD et surtout pour assurer des victoires en cas de blessure. Et c'est bel et bien le management des Lakers qui a pris la décision, plus ou moins influencée ou en tout cas validée par LeBron, de faire un trade pour Russell Westbrook. Et pour moi, le vrai problème des Lakers, il est là.
c'est d'avoir construit un effectif qui est pas du tout équilibré, où il y a zéro profondeur, vu qu'ils ont échangé leur profondeur pour faire venir Westbrook, il y a zéro continuité puisque seulement 3 gars étaient là l'année dernière, ils ont plus de très bons défenseurs sur les ailes, ils ont plus de spacing, ils ont leur Big 3 et des mecs au minimum vet. L'équipe c'est la plus âgée de toute la ligue et ils ont pris tous les mecs dont personne ne voulait. DeAndre Jordan a été benché par les Nets qui ont littéralement pas de raquette pendant l'intégralité des playoffs et les Lakers sont dit qu'ils pouvaient large faire le taf en pivot titulaire. Pareil pour Avery Bradley qui galérait à trouver un contrat ou encore Trevor Ariza. Ces gars ils peuvent à la limite rendre quelques services en 8ème, 9ème homme. Mais là ils sont titulaires quoi. Ils ont plus le niveau pour avoir un gros rôle dans une équipe qui a de l'ambition, désolé. Je veux dire, Stanley Johnson apparaît presque comme un sauveur juste parce qu'il tient à peu près la route en défense, c'est pas normal quoi. Pour en revenir à Westbrook, ce qu'il faut savoir c'est que tous ses défauts, les pertes de balles, la maladresse, les 3 points tentés, la mauvaise défense, les fins de match vendangées, c'est des points faibles qu'on connaissait avant qu'il arrive en fait. C'est pas nouveau, ça a été ses points faibles toute sa carrière et c'est pas maintenant que ça va changer. Alors oui, là comme il est à LA, avec beaucoup de médiatisation, ça se voit très fort. Mais j'ai comparé ses pourcentages de shoot de cette année avec ses pourcentages en carrière et en fait il est tout pile dans ses moyennes, donc il devrait pas être surpris les Lakers en fait. Russell, il faut le prendre avec ses qualités et ses défauts. Il met de l'intensité dans son jeu, il est toujours à fond et il fait quand même bien le taf en ce qui concerne les passes décisives et l'organisation du jeu. Quand il se met à créer des shoots ouverts pour ses coéquipiers, il le fait correctement et apporte vraiment quelque chose d'intéressant à cette équipe. Le problème des Lakers, c'est de l'avoir fait venir en pensant que le simple contact de LeBron lui ferait gommer tous ses défauts et qu'il se transformerait en Chris Paul, et ça, c'est pas possible malheureusement. Les Lakers, ils ont seulement le 23e rating offensif de la ligue, et ce malgré le fait que LeBron tourne avec des stats de MVP avec 28,9 points, 7,6 rebonds, 6,4 passes, ce qui est incroyable pour un joueur de 37 ans. Leur principal problème en attaque vient du manque de spacing de l'équipe. LeBron et AD sont des joueurs ultra dominants dans la raquette et ils ont besoin de spacing autour d'eux pour pouvoir opérer. Là, malheureusement, avec Russell, c'est pas le cas. On voit très bien sur cette action où LeBron est en ISO sur Aaron Gordon, Monte Morris qui doit défendre sur Westbrook se met clairement en position d'aide pour empêcher LeBron de driver. Et en plus de ça, on a Dwight Howard sur le terrain, ce qui permet à Jokic d'attendre dans la raquette. LeBron finit par prendre un long 2 points contesté, ce qui n'est pas un bon shoot. Encore une fois ici où LeBron veut driver sur Marvin Bagley, Harrison Barnes ferme tout de suite la ligne de drive en laissant Westbrook tout seul. En plus de ça, Ariza et Bradley bouchent la raquette au lieu de spacer le floor, ça force LeBron à changer de direction et il fait un shoot très compliqué qu'il rate. Mais ce problème de spacing, il n'est pas seulement dû à Westbrook. Anthony Davis, avant sa blessure, il shootait seulement à 17,9%. LeBron, lui, cette année, est à 35,5%, ce qui est à la limite de l'acceptable. Par contre, ils ont beaucoup de joueurs qui ont des très mauvais pourcentages. Stanley Johnson shoot à 35,5%, Austin Reeves à 33,8%, Trevor Ariza à 31,6% et Talen Horton-Tucker à 25,3%. Et tous ces gars jouent plus de 20 minutes par match. On vient de voir que Westbrook crée des problèmes de spacing pour LeBron par exemple, mais tous ces autres gars que je viens de mentionner, eux créent des problèmes de spacing pour Westbrook, ce qui l'empêche également d'être plus efficace. Regardez par exemple cette action. Westbrook, il est sur le terrain avec Reeves, THT et Ariza. Il n'y en a pas un qui shoot à plus de 34%. Du coup, les Kings sont ultra resserrés vers la raquette pour accueillir Westbrook. Il finit du coup par balancer un shoot à 3 points au lieu de driver. Pareil ici où Westbrook fait un bloc avec Melo et Stanley Johnson a la mauvaise idée d'emmener son défenseur à la raquette avant d'en ressortir. Sauf que comme c'est pas une menace à 3 points, le défenseur il préfère attendre Westbrook dans la raquette et il fait un très bon contest qui fait rater Russell. Donc avec la manière dont l'effectif est construit, Westbrook il est pas non plus dans les meilleures conditions pour développer son jeu. Et maintenant on en vient au plus gros problème des Lakers, un problème encore plus gros que le fit de Westbrook selon moi, c'est la défense de cette équipe. Il y a un énorme manque de communication, un énorme manque d'effort et un énorme manque d'application du schéma défensif. Ils ont des problèmes dans la plupart des domaines défensifs, à commencer par la protection du rebond puisqu'ils sont la 6ème équipe qui offre le plus de points suite à des rebonds offensifs de la ligue. Sur cette action, Chris Duarte shoot dans le corner, les Lakers ils sont 4 dans la raquette mais il n'y a personne qui bloque et les gars d'Indiana sont limite mieux placés. Torrey Craig il prend un premier rebond et rate le putback avant de faire une seconde claquette qui elle rentre. Sur ce drive de Duarte, quasiment les 5 Lakers sont dans la raquette, et pourtant c'est quand même Duarte qui va prendre son propre rebond, rater et reprendre son propre rebond. Il se retrouve derrière le panier avec 4 Lakers autour de lui, donc normalement c'est pas une position idéale, mais il a même pas besoin de forcer, Melo le laisse tranquillement se replacer pour mettre un 2 points. Les Lakers ont également énormément de mal à défendre en transition, ils perdent pas mal de ballons et leur repli défensif est très mal organisé. Ils sont la 4ème équipe qui concède le plus de points en contre-attaque. Ici par exemple, le Heat intercepte la balle et Jimmy Butler part en contre-attaque. Il temporise et la défense semble être plutôt en place, sauf que Carmelo oublie complètement Strus qui coupe au panier dans son dos. C'est trop tard quand il s'en rend compte et c'est un lay-up pour Strus.
Un autre gros problème qu'ont les Lakers, c'est la communication entre eux pour les switches et les prises à deux. Ici, Butler a la balle post bas contre Ellington. Melo vient faire une des prises à deux les plus molles que j'ai jamais vues et THT ne fait pas de pré-rotation. Butler sert Martin et c'est seulement maintenant que THT réagit. Martin sert Robinson et là, 3 joueurs des Lakers se précipitent sans communiquer ni savoir qui doit y aller et Robinson sert à débailler dans la raquette. Et c'est le principal problème des Lakers en défense. Ils ne savent pas ce qu'ils font, ils n'anticipent rien, ils sont tout le temps en réaction à courir après la balle et la plupart des équipes les mettent dans le vent en 3 passes. Ici pareil, Jokic sert Gordon dans la raquette avec Monk qui défend sur lui. LeBron a le bon réflexe et vient pour aider. Mais Bradley qui voit ça, et qui est censé être un bon défenseur, ne fait pas de pré-rotation pour couvrir les deux joueurs. Il reste collé à son défenseur. Gordon fait la passe dans le corner et c'est là que Bradley réagit, mais c'est trop tard. Green drive et c'est à LeBron de s'interposer, mais il se ravise en voyant qu'il risque de finir sur un poster. Et franchement, autant LeBron, il fait tout pour cette équipe en attaque, même s'il tente un peu trop de 3 points à mon goût, autant en défense, il est à la même enseigne que ses coéquipiers et il ne fait pas assez d'efforts. Compréhensible vous me direz quand il doit tellement donner en attaque à son âge, mais je tenais quand même à le souligner. Cette action est lunaire par exemple. Ja Morant prend un écran de Steven Adams et les Lakers décident de faire une prise à deux. Ils font pas mal de vent mais sont finalement plutôt loin de Morant pour vraiment lui mettre la pression. Westbrook a le bon réflexe en faisant une pré-rotation vers Steven Adams. Et il arrive même à très bien recover une fois la passe faite dans le corner. Steven Adams lui, il est toujours seul en dessous et Tilly lui envoie la balle. Dwight tente l'interception et se met lui-même dans le vent. LeBron à ce moment-là, il regarde Steven Adams et il voit très bien ce qui se passe. Pourtant, il décide de lui tourner le dos et de défendre sur Jaren Jackson Jr. Steven Adams, il est tellement surpris qu'on le laisse complètement seul qu'il lui faut quelques instants pour le réaliser et aller vers le panier et scorer. Bref, c'est n'importe quoi leur défense. Pour résumer, on se retrouve donc avec une équipe qui est un des meilleurs joueurs all-time qui porte l'équipe à bout de bras à 37 ans. On a une équipe qui a échangé toute sa flexibilité financière et sa profondeur de banc contre un mec qui ne fit pas. On a des joueurs vieillissants qui ont énormément de mal à suivre le rythme et qui sont dépassés physiquement par les autres joueurs. On a beaucoup trop d'espoir chez un contender qui repose sur Talen Horton-Tucker, Austin Reeves et Stanley Johnson. Et on a un coach qui n'a aucune emprise sur son groupe. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais Vogel aussi il est dans la sauce. Il n'arrive pas à intégrer Westbrook, il n'arrive pas à faire des rotations consistantes et il n'arrive surtout pas à mettre en place une défense correcte. Bon, c'est pas sur lui que je taperai le plus fort parce que les cartes qu'on lui a filées, comme on l'a vu pendant toute la vidéo, ne sont clairement pas les bonnes, mais quand même. Et dans tout ça, c'est quoi les perspectives d'avenir pour cette équipe? Eh ben, c'est très compliqué. En l'état actuel, pour moi, cette équipe-là, elle passe pas un tour de playoff contre les équipes de l'Ouest. Pas possible. Alors, ils misent énormément sur le retour d'Anthony Davis pour remonter la pente, et je suis sûr que son retour va leur faire beaucoup de bien des deux côtés du terrain. Mais ça va pas non plus être une révolution, hein. En attaque, il va falloir que KD trouve un petit peu d'adresse parce que le début de saison était très compliqué, et ensuite il va falloir trouver une solution pour avoir plus de spacing parce qu'il faut KD, il aille dominer dans la raquette, et pas qu'il attende à 3 points pour laisser de l'espace à Westbrook. Et puis en défense, il va pouvoir aider, c'est sûr, parce que c'est un très bon défenseur, mais il va pas pouvoir rattraper toutes les conneries de ses coéquipiers, parce qu'il y en a beaucoup trop. Faut absolument que les Lakers, ils arrivent à faire moins d'erreurs de débutants et que Vogel arrive à mettre en place ses principes défensifs. En ce qui concerne la trade deadline, il faut absolument qu'ils bougent, mais ils ont très peu d'assets intéressants à monnayer. Il leur faut absolument du 3&D pour apporter de la dureté, de la rigueur et du spacing. Stanley Johnson, c'est pas trop mal en défense, mais il est pas assez dangereux en attaque. Russell, ça va être compliqué de le bouger à cause de son contrat, et ils vont devoir se débrouiller pour que ça marche mieux en interne. Bref, à moins d'un vrai revirement de situation, d'un trade incroyable ou d'un vrai changement de mentalité, on se dirige quand même vers une fin de saison décevante pour cette équipe. Et vous alors, dites-moi ce que vous en pensez. Quel changement vous feriez pour faire bouger les choses à Los Angeles? Voilà donc pour cette analyse des Lakers et de leurs problèmes. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne. C'est la meilleure façon pour me soutenir et pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, les chauffeurs de banc, je vous dis à la prochaine. Ciao.